Bonjour à toi. Voici une petite capsule sur la féodalité. Donc, qu'est-ce que c'est la féodalité? C'est tout simplement une organisation politique qui va être basée sur la relation de dépendance entre un seigneur et son vassal. Donc, ce sont deux acteurs de la féodalité qu'on va reparler un peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Moyen Âge, la société médiévale va être une société qui va être basée autour de l'agriculture et donc, de ce fait, autour d'une seigneurie. Qu'est-ce que c'est une seigneurie? Mais en fait, une seigneurie, c'est le domaine dans lequel va vivre le seigneur. À l'intérieur d'une seigneurie, on va retrouver le château fort, qui va être le bâtiment, qui va être l'habitation du seigneur, et où il y a aussi des habitants qui peuvent se réfugier en cas d'attaque. On va avoir aussi une réserve, ce sont des terres qui vont appartenir au seigneur, et bien sûr que les paysans vont cultiver dans le cadre de la corvée. La corvée, on va en reparler un peu plus tout à l'heure. On va avoir aussi la tenure, qui est des terres que les paysans, eux, peuvent cultiver en échange du sens et de la corvée. Donc, encore une fois, la corvée, on va en reparler un peu plus tard, ainsi que le sens. Il va y avoir un moulin qui va être une installation commune dans laquelle on va moudre les grains pour en faire de la farine. Le moulin et le four qui va être pas très loin, qui est une installation aussi commune pour faire cuire les pains, vont appartenir au seigneur. Les paysans vont devoir payer pour l'utiliser. On va aller voir d'un peu plus près la hiérarchie sociale. Si on regarde à la tête de la pyramide hiérarchique, on a le roi. Le roi, c'est celui qui va diriger un royaume. Son pouvoir va être transmis de manière héréditaire à son fils aîné. Sinon, ça va être aux membres de sa famille le plus proche de lui, mais ça doit être un garçon. En dessous de lui, on a les seigneurs qui vont être la noblesse. Elle va se diviser en deux catégories, mais leur rôle reste le même. L'objectif étant d'assurer la protection de tous les membres de chacun des domaines, chacun des seigneuries, et bien sûr de rendre aussi la justice au nom du roi. Dans les grands seigneurs, on va avoir des ducs, des barons, des comtes. Ça va être des personnes qui vont avoir des titres pour montrer leur importance. Et on va avoir aussi les petits seigneurs. Au niveau du domaine religieux, nous aurons deux groupes sociaux dont le rôle va être d'encadrer les fidèles et de prier pour le salut de leur âme. On sait qu'au Moyen Âge, la religion catholique, elle est omniprésente, elle va influencer la société, comme on l'a vu au dernier cours avec la christianisation, donc la diffusion des idées catholiques. Le premier groupe va être le clergé séculier. Petit truc pour le retenir. Donc, le clergé séculier, il est sélectionné. Donc, les deux mots commencent par les mêmes lettres. Donc, le clergé séculier va être sélectionné. Donc, c'est un peu des promotions qu'ils vont avoir. Dans le clergé séculier, on va retrouver bien sûr le pape, les cardinaux, mais dans les royaumes, on va retrouver principalement des évêques, des abbés et des abbesses. Dans le clergé régulier, donc ce sont ceux qui ont des rôles un peu moins importants, on va retrouver des prêtres, des moines et des moniales. En gros, ce seront les communautés religieuses qui, pour les prêtres, vont s'assurer du bon déroulement des comportements des gens dans les paroisses. Et les moines et les moniales vont vivre dans des monastères afin de prier presque à la journée longue. Sinon, ça va être de transcrire des documents importants. Et bien sûr, d'accueillir aussi les pèlerins qui vont venir dans leur monastère résider lors de leur pèlerinage, donc lors de leur voyage religieux, afin de s'assurer qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin et qu'ils soient confortables. Bien sûr, dans le bas de la hiérarchie sociale, on va avoir les gens qui vont travailler pour subvenir aux besoins de toutes les autres personnes aussi qui se trouvent dans cette pyramide. On va avoir donc les artisans et les paysans. Pour en revenir aux deux acteurs que je vous parlais tout à l'heure, donc un seigneur et son vassal, on va commencer par aller voir le rôle du seigneur. Donc non seulement son rôle est d'assurer la protection de tous et de rendre la justice, mais il a des droits et des devoirs. Quels sont-ils? Premièrement, le seigneur va contrôler une partie des terres d'un royaume et va y exercer un pouvoir. Ces terres-là
va être son domaine, va donc être la seigneurie. Ça m'amène au point 2. Donc, une terre contrôlée par un seigneur est appelée un domaine. Le seigneur est le protecteur de la population qui va habiter son domaine, d'où l'importance d'avoir un château fort et des protections autour afin de justement s'assurer d'une bonne protection, afin de s'assurer que si dans le cas il arrive une attaque, bien que les gens soient protégés et soient hors de danger. Et bien sûr, peu importe qu'ils font partie des grands seigneurs ou des petits seigneurs, tous les seigneurs font partie de la noblesse. Et le deuxième rôle le plus important de la société féodale, c'est le vassal ou les vassaux. Donc, premièrement, un vassal, c'est quelqu'un qui va promettre fidélité au seigneur. Il va y avoir une cérémonie qu'on va appeler l'hommage et qui va être le moyen de conclure l'entente entre un seigneur et son vassal. Étant donné aussi que le seigneur a un grand domaine, a énormément de terre, il a besoin d'aide pour la cultiver puisque les techniques agricoles de l'époque ne permettent pas de faire de l'agriculture de manière rapide. Donc, c'est des tâches qui prennent un peu de temps, un peu beaucoup de temps à faire. Donc, le seigneur doit partager, si on veut, ses terres. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le seigneur va donner une partie de terre qu'on va appeler un fief au vassal et en échange, le vassal, lui, doit cultiver cette terre-là au nom du seigneur. Au final, la terre n'appartient pas au vassal, elle appartient au seigneur, c'est un prêt. Aussi, le vassal doit participer à la défense de la seigneurie, donc du domaine, afin d'aider le seigneur justement à tenir ses engagements de protection. Un vassal peut être à la fois un seigneur et un vassal. Je vous explique. Un homme peut être à la fois le vassal d'un seigneur qui va être plus puissant que lui, mais il peut avoir aussi en dessous de lui plusieurs vassaux qui vont lui prêter fidélité, donc qui vont conclure une entente avec la cérémonie de l'hommage. Donc, ce seront à ce moment-là des seigneurs un peu plus faibles. À ce moment-là, le vassal, en dessous de lui, va avoir ce qu'on appelle des vavasseurs. Le vavasseur va être un vassal qui va dépendre d'un seigneur qui lui aussi va être vassal d'un seigneur plus puissant encore. On se rend compte donc que la société féodale est très hiérarchisée. Les paysans vont devoir payer ce qu'on appelle le cens, qui est une taxe que le vassal doit payer au seigneur. Et il doit aussi effectuer la corvée, qui est une tâche qu'il doit accomplir pour le seigneur. Donc, c'est un nombre de jours dans l'année que le vassal doit allouer gratuitement au seigneur afin de l'aider à cultiver sa terre. L'un des derniers acteurs importants de la société féodale, que je n'ai pas encore parlé, c'est le chevalier. Le chevalier, premièrement, va être un noble et il doit obligatoirement être un fils de chevalier pour pouvoir en devenir un. Dès son plus jeune âge, l'apprenti chevalier va devoir suivre un apprentissage qui va commencer très tôt. Déjà, vers l'âge de 7 ans, il va être placé chez un seigneur et il va avoir le titre de page. On va y apprendre à monter à cheval et manipuler des armes, par exemple l'épée. Entre 12 et 13 ans, il va devenir un écuyer. Donc, il va être un peu l'assistant d'un chevalier, celui qui va s'occuper de son cheval, qui va porter son bouclier. Et vers 20 ans, à ce moment-là, il va devenir chevalier lors d'une cérémonie qu'on va appeler l'adoublement. Le rôle de chevalier va être pris très au sérieux. Il va même y avoir un code de conduite à adopter qui va être le code de la chevalerie. J'espère donc que cette petite capsule qui t'explique la féodalité a pu t'aider à mieux comprendre ce concept important de la société médiévale. Si tu as des questions, ne te gêne pas. Bonne journée!